Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux fidèles de l'émission, à ceux qui nous retrouvent un petit peu par hasard, aux zappeurs, aux insomniaques, aux curieux aussi. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir encore pour un nouveau voyage, vous le savez, jusqu'au bout de la nuit. Un voyage qui va nous amener au XVIIe siècle où on va se plonger dans la lecture des caractères, les caractères ou les mœurs de ce siècle, écrit par Jean de la Bruyère. Et vous allez voir, c'est un ouvrage étonnant, très intéressant, touffu, complet, où Jean de la Bruyère a quand même passé toute sa vie en fin observateur à regarder le monde et à voir ce qui l'entourait. Et il nous a dépeint dans ce livre un portrait assez étonnant de la société. Alors comment se déroule le bouquin? C'est très simple en fait, il traite de plusieurs thèmes, c'est très très large. On parle de la ville, on parle des gens, on parle du cœur, de la société, des conversations, des femmes, des grands, des petits, du mérite personnel aussi. Et puis, ça va aller aussi des usages, des us et coutumes, des esprits forts, voilà, et je vous en passe. Et on a même discours de réception à l'Académie française. On a pas mal de choses et vous allez voir que le bouquin se compose en une succession de petits articles dans le thème abordé. Vous allez voir, c'est très simple. Mais avant ça, je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez réagir avec nous sur les réseaux sociaux. On y est présent, nous, les lecteurs, les gens de l'émission, grâce au petit hashtag qui s'affiche VBN pour Voyage au bout de la nuit. Et vous pouvez du coup nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos coups de cœur. Généralement, on les écoute, on essaie en tout cas de faire au mieux et ça nous touche. Voilà, on est toujours très heureux d'avoir des avis puisque cette émission est la vôtre. Voilà, c'est grâce à vous qu'elle existe également. Donc je vais me replonger tout de suite dans la lecture et je commence un nouveau thème. Donc ce thème va s'appelle De la ville et ben donc il va traiter de la ville. Alors on y va. Paragraphe 1. L'on se donne à Paris sans se parler, comme un rendez-vous public, mais fort exact, tous les soirs au cours ou aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les uns des autres. L'on ne peut se passer de ce même monde que l'on n'aime point et dont on se moque. L'on s'attend au passage réciproquement dans une promenade publique, l'on y passe en revue l'un devant l'autre, carrosse, chevaux, livrets, armoiries. Rien n'échappe aux yeux, tout est curieusement ou malignement observé, et selon le plus ou le moins de l'équipage, où l'on respecte les personnes, où on les dédaigne. 2. Tout le monde connaît cette longue levée qui borne et qui resserre le lit de la Seine, du côté où elle entre à Paris avec la Marne, qu'elle vient de recevoir. Les hommes s'y baignent aux pieds pendant les chaleurs de la canicule. On les voit de fort près se jeter dans l'eau, on les voit en sortir, c'est un amusement. Quand cette saison n'est pas venue, les femmes de la ville ne s'y promènent pas encore, et quand elle est passée, elles ne s'y promènent plus. 3. Dans ces lieux, un concours général où les femmes se rassemblent pour montrer une belle étoffe et pour recueillir le fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec une compagne par la nécessité de la conversation. On se joint ensemble pour se rassurer sur le théâtre, s'apprivoiser avec le public et se raffermir contre la critique. C'est là, précisément, qu'on se parle, sans rien dire, ou plutôt qu'on se parle pour les passants, pour ceux même en faveur de qui l'on hausse sa voix. L'on gesticule et l'on badine, l'on penche négligemment la tête, l'on passe et l'on repasse. La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages, leur jargon et leurs mots pour rire. Tant que cet assemblage est dans sa force et que l'entêtement subsiste, l'on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que celui qui part des siens. Et l'on est incapable de goûter ce qui vient d'ailleurs. Cela va jusqu'au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leur mystère. L'homme du monde, d'un meilleur esprit, que le hasard a porté au milieu d'eux, leur est étranger. Il se trouve là comme dans un pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni les coutumes. Il voit un peuple qui cause,
bourdonne, parle à l'oreille, éclate de rire et qui retombe ensuite dans un morne silence. Il y perd son maintien, ne trouve pas où placer un seul mot et n'a pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui domine et qui est comme le héros de la société. Celui-ci s'est chargé de la joie des autres et fait toujours rire avant que d'avoir parlé. Si quelquefois une femme survient qui n'est point de leur plaisir, la bande joyeuse ne peut comprendre qu'elle ne sache point rire des choses qu'elle n'entend point, et paraissent insensibles à des fadaises qu'ils n'entendent eux-mêmes que parce qu'ils les en ont faites. Il ne lui pardonne ni son ton de voix, ni son silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habillement, ni son entrée, ni sa manière dont elle est sortie. 2 années cependant ne passent point sur une même coterie. Il y a toujours, dès la première année, des semences de division pour rompre dans celle qui doit suivre. L'intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l'extravagance des repas, qui, modestes au commencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viande et en banquets somptueux, dérangent la République et lui portent enfin le coup mortel. Il n'est en fort peu de temps non plus parlé de cette nation que des mouches de l'année passée. 5. Il y a dans la ville la grande et la petite robe, et la première se venge sur l'autre des dédains de la cour et des petites humiliations qu'elle y essuie, de savoir quelles sont leurs limites, où la grande finit et où la petite commence. C'est pas une chose facile. Il se trouve même un corps considérable qui refuse d'être du second ordre et à qui l'on conteste le premier. Il ne se rend pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité et par la dépense, à s'égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu'avec peine. On l'entend dire que la noblesse de son emploi, l'indépendance de sa profession, le talent de sa parole et le mérite personnel balancent au moins les sacs de 1000 francs que le petit-fils du partisan ou du banquier a su payer pour son office. 6. Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez, ne saluez qu'à peine ces gens qui passent dans leur équipage. Ils vous en croiront plus occupés, ils diront « Cet homme est laborieux, infatigable. Il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur la route. » Apprenez du moindre avocat qu'il faut paraître accablé d'affaires, froncer le sourcil et rêver à rien très profondément. Savoir à propos, perdre le boire et le manger, ne faire qu'apparoir dans sa maison, s'évanouir et se perdre comme un fantôme dans le sombre de son cabinet, se cacher en public, éviter le théâtre, le laisser à ceux qui ne courent aucun risque à s'y montrer, qui en ont à peine le loisir, au Gaumont, au Duhamel. 7. Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu'on nomme à la cour de petits maîtres. Ils les imitent, ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de la robe et se croient dispensés par leur âge et par leur fortune d'être sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu'elle a de pire. Ils s'approprient la vanité, la mollesse, l'intempérance, le libertinage, comme si tous ces vices leur étaient dus. Et affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu'ils ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs souhaits, les copies fidèles de très méchants originaux. Un homme de robe à la ville et le même à la cour, ce sont 2 hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille et son visage qu'il y avait laissés. Il n'est plus ni si embarrassé, ni si honnête. Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jusqu'à 6 chevaux pour allonger un équipage qui, avec un essaim de gens de livrée, où ils ont fourni chacun leur part, les fait triompher au cours ou à Vincennes et aller de pair avec les nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine et avec Trason qui veut se marier et qui l'a consigné. Les Sagnons et les Crispins veulent encore davantage que l'on dise d'eux qu'ils font une grande dépense, qu'ils n'aiment à la faire. Ils font un récit long et ennuyeux d'une fête ou d'un repas qu'ils ont donné. Ils disent l'argent qu'ils ont perdu au jeu, et ils plaignent fort haut celui qu'ils n'ont pas songé à perdre. Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes, ils ont réciproquement 100 choses plaisantes à se conter, ils ont fait depuis peu des découvertes,
ils se passent les uns aux autres qu'ils sont gens à belles aventures. L'un d'eux, qui s'est couché tard à la campagne et qui voudrait dormir, se lève matin, chausse des guêtres, endosse un habit de toile, passe un cordon où pend le fourmillement, remoue ses cheveux, prend un fusil. Le voilà chasseur. S'il tirait bien, il revient de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué. Il retourne à la chasse le lendemain et il passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix. Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de dire « ma meute ». Il sait un rendez-vous de chasse et il s'y trouve. Il est au laissez-court. Il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs. Il a un corps. Il ne dit pas comme Ménalippe « ai-je du plaisir ?» Il croit en avoir. Il oublie les lois et les procédures. C'est un Hippolyte. Ménandre, qu'il vit depuis hier sur un procès qui est en ses mains, ne reconnaîtrait pas aujourd'hui son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain à sa chambre, où l'on va juger une cause grave et capitale ? Il se fait entourer de ses confrères, il leur raconte comme il n'a point perdu le clay de Meute, comme il s'est étouffé de crier auprès des chiens, qui étaient en défaut, ou après ceux des chasseurs qui prenaient le change, qu'il a vu donner les 6 chiens. Leur presse, il achève de leur parler des abois et de la curée. Il court s'asseoir avec les autres pour juger. 11. Quel est l'égarement de certains particuliers qui, riches du négoce de leur père, dont ils viennent de recueillir la succession, se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour leur équipage, excitent par une dépense excessive et par un faste ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville, qu'ils croient éblouir et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi. Quelques-uns n'ont pas même le triste avantage de répandre leur folie du plus loin dans le quartier où ils habitent. C'est le seul théâtre de leur vanité. L'on ne sait point dans l'île qu'André brille au marais et qu'il y dissipe son patrimoine. Du moins, s'il était connu dans toute la ville et dans les faubourgs, il serait difficile qu'entre un si grand nombre de citoyens, qui ne savent pas tous juger sainement de toutes les choses, il ne s'en trouve à quelqu'un qui dirait de lui « Oh, il est magnifique !» et qui lui tiendrait compte des régals qu'il fait à Xantre et à Ariston et des fêtes qu'il donne à Élamir. Mais il se ruine obscurément. Ce n'est qu'en faveur de 2 ou 3 personnes qui ne l'estiment point, qu'il court à l'indigence et qu'aujourd'hui, en carrosse, il n'aura pas dans 6 mois le moyen d'aller à pied. Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir. Il a ses heures de toilette comme une femme. Il va tous les jours fort régulièrement à la belle messe au Feuillant ou au Minime. Il est homme d'un bon commerce et l'on compte sur lui au quartier pour un tiers ou pour un 5e à l'ombre ou au Reversi. Là, il tient le fauteuil 4 heures de suite chez Arissi, où il risque chaque soir 5 pistoles d'or. Il lit exactement la Gazette de Hollande et le Mercure galant. Il a lu Bergerac, les Clash, les historiettes de Barbin et quelques recueils de poésie. Il se promène avec des femmes à la plaine ou au cours et il est d'une ponctualité religieuse sur les visites. Il fera demain ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fit hier. Et il meurt ainsi qu'après avoir vécu. Voilà un homme, hein, dites-vous, que j'ai vu quelque part. De savoir où? Ah, il est difficile. Mais son visage m'est familier. Il est à bien d'autres, et je vais, s'il se peut, aider votre mémoire. Est-ce au boulevard sur un strapontin? Ou aux Tuileries dans la Grande Allée? Ou au balcon à la Comédie? Est-ce au Sermon, au bal, à Rambouillet? Où pourriez-vous ne l'avoir point vu? Où n'est-il point? S'il y a dans la place une fameuse exécution ou un feu de joie, il paraît à une fenêtre de l'hôtel de ville. Si l'on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud. S'il se fait un carrousel, le voilà entré et placé dans l'amphithéâtre. Si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste à leur audience. Il est en haie quand ils reviennent de leur audience. Sa présence est aussi essentielle au serment des ligues suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes. C'est son visage que l'on voit aux almanachs représenter le peuple ou l'assistance. Il y a une chasse publique, une Saint-Hubert, le voile à cheval. On parle d'un camp et d'une revue. Il est à Houille, il est à Achères. Il aime les troupes, les milices, la guerre. Il la voit de près, et jusqu'au fort de Bernardy. Chanlay sait les marches, Jacquier les vivres,
Dumès, l'artillerie, celui-ci voit. Il a vieilli sous le harnais en voyant. Il est spectateur de profession. Enfin, puisqu'il y a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur convenir. Théramène était riche et avait du mérite. Il a hérité, il est donc très riche et d'un très grand mérite. Voilà, toutes les femmes en campagne pour l'avoir pour galant, et toutes les filles pour épouseur. Il va de maison en maison faire espérer aux mères qu'il épousera. Il est assis, elles se retirent pour laisser à leur fille toute la liberté d'être aimable, et à Théramène de faire ses déclarations. Il tient ici contre le mortier, là, il efface le cavalier ou le gentilhomme. Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel, n'est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu. On se l'arrache des mains. On a à peine le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans une même voie visite. Combien de galants va-t-il mettre en déroute? Quel bon parti ne fera-t-il point manquer? Pourra-t-il suffire à tant d'héritières qui le recherchent? Bon, ce n'est pas seulement la terreur des maris, c'est l'épouvantail de tous ceux qui ont envie de l'être et qui attendent d'un mariage à remplir le vide de leur consignation. On devrait proscrire de tels personnages, si heureux, si pécunieux, d'une ville bien polissée, ou condamner le sexe, sous peine de folie ou d'indignité, à ne les traiter pas mieux que s'ils n'avaient que du mérite. 15. Paris, pour l'ordinaire, le singe et la cour, ne sait pas toujours la contrefaire. Il ne limite en aucune manière dans ses dehors agréables et caressants que quelques courtisans, et surtout les femmes, y ont naturellement pour un homme de mérite et qui n'a même que du mérite. Elles ne s'informent ni de ses contrats ni de ses ancêtres, elles le trouvent à la cour, cela leur suffit. Elles le souffrent, elles l'estiment. Elles ne regardent pas s'il est venu en chaise ou à pied, s'il a une charge, une terre ou un équipage. Comme elles regorgent de train, de splendeur et de dignité, elles se délassent volontiers avec la philosophie ou la vertu. Une femme de ville entend-elle le bruissement d'un carrosse qui s'arrête à sa porte. Elle pétille de goût et de complaisance pour quiconque est dedans, sans le connaître. Mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l'aient ébloui, quelle impatience n'a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le cavalier ou le magistrat? Quelle charmante réception ne lui fera-t-elle point? Ôtera-t-elle les yeux de dessus lui? Il ne perd rien auprès d'elle. Il lui tient compte des doubles soupentes et des ressorts qu'ils font rouler plus mollement. Elle l'en estime davantage. Elle l'en aime mieux. Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui en cause en elle une mauvaise imitation de celle de la cour, est quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du peuple et que la rusticité des villageoises. Elle assure toutes deux l'affectation de plus. La subtile invention de faire de magnifiques présents de noces, qui ne coûtent rien, qui doivent être rendus en espèces. Oui, l'utile et la louable pratique de perdre en frais de noces le tiers de la dot d'une femme qu'elle apporte, de commencer par s'appauvrir de concert, par l'amas et l'entassement de choses superflues, et de prendre déjà sur son fond de quoi payer Gautier, les meubles et la toilette. Pénible coutume, asservissement incommode, se chercher incessamment les unes les autres avec l'impatience de ne se point rencontrer. De ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour s'apprendre réciproquement des choses dont on est également instruite et dont il importe peu que l'on soit instruite. N'entrer que dans une chambre, précisément que pour en sortir, ne sortir de chez soi l'après-dîner, que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d'avoir vu en 5 petites heures 3 Suisses, une femme que l'on connaît à peine et une autre que l'on n'aime guère. Qui considérait bien le prix du temps et combien sa perte est irréparable, pleurait amèrement sur de si grandes misères. 21. On s'élève de la ville dans une indifférence grossière, des choses rurales et champêtres. On distingue à peine la plante qui porte le chanvre d'avec elle, qui produit le lin et le blé froment d'avec les seigles, et l'un ou l'autre d'avec le métail. On se contente de se nourrir et de s'habiller. Ne parlez à un grand nombre de bourgeois, ni de Guéret, ni de Baliveau, ni de Provins, ni de Reguin, si vous voulez être entendu. Ces termes, pour eux,
ne sont pas français. Parlez aux uns d'onage, de tarif ou de sol pour livres, et aux autres de voix d'appel, de requêtes civiles, d'appointements, d'évocations. Ils connaissent le monde, et encore par ce qu'il a de moins beau et de moins spécieux. Ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses dons et ses largesses. Leur ignorance, souvent est volontaire, est fondée sur l'estime qu'ils ont pour leur profession et pour leur talent. Il n'y a civil praticien qui, au fond de son étude sombre et enfumée, et l'esprit occupé d'une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos, et qui fait de riches moissons. Et s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et de leur économie, il s'étonne qu'on ait pu vivre en de tels temps, où il n'y avait encore ni office, ni commission, ni président, ni procureur. Il ne comprend pas qu'on n'ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et de la buvette. Les empereurs n'ont jamais triomphé à Rome si mollement, si commodément, ni si sûrement, même, contre le vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville. Quelle distance de cet usage à la mule de leur ancêtre. Ils ne savaient point encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles. On ne les voyait point s'éclairer avec des bougies et se chauffer à un petit feu. La cire était pour l'hôtel et pour le Louvre. Ils ne sortaient point d'un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse. Ils se persuadaient que l'homme avait des jambes pour marcher, et ils marchaient. Ils se conservaient propres quand il faisait sec, et dans un temps humide, ils gâtaient leurs chaussures, aussi peu embarrassés de franchir les rues et les carrefours que le chausseur de traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée. On n'avait pas encore imaginé d'atteler 2 hommes à une litière. Il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre ou aux enquêtes, d'aussi bonne grâce qu'Auguste autrefois allait à pied à son Capitole. L'étain, dans ce temps, brillait sur les tables et sur les buffets, comme le fer et le cuivre dans les foyers. L'argent et l'or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient servir par des femmes, on mettait celles-ci jusqu'à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n'étaient pas inconnus à nos pères. Ils savaient à qui l'on confiait les enfants et les plus grands princes. Mais ils partageaient le service de leurs domestiques avec leurs enfants, contents de veiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comptaient en toutes choses avec eux-mêmes. Leurs dépenses étaient proportionnées à leurs recettes. Leurs livrets, leur équipage, leurs meubles, leurs tables, leurs maisons de la ville et de la campagne, tout était mesuré sur leur rente et sur leurs conditions. Il y avait entre eux des distinctions extérieures qui empêchaient qu'on ne prît la femme du praticien pour celle du magistrat et le roturier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu'à le maintenir, ils le laissaient entier à leurs héritiers et passaient ainsi d'une vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disaient point « Oh, le siècle est dur, la misère est grande, l'argent est rare ». Non, ils en avaient moins que nous, et ils en avaient assez. Plus riches par leur économie et par leur modestie que de leurs revenus et de leur domaine. Enfin, l'on était alors pénétré de cette maxime que ce qui est dans les grandes splendeurs, somptuosité, magnificence et dissipation, folie, ineptie, dans le particulier. Et on va maintenant aborder un nouveau thème. Alors juste pour rappel, on avait parlé des ouvrages de l'esprit, on avait parlé du mérite personnel des femmes, de la société, du cœur, et là on vient de clôturer le chapitre sur la ville. Et donc maintenant je vais entamer un nouveau thème qui va traiter de la cour. Voilà, et il est divisé exactement pareil, c'est plusieurs petits paragraphes numérotés, un peu comme les numéros du loto, de 1 à 60, 80, plusieurs, peu importe. Et il est divisé comme ceci, jusqu'à 101. Voilà, donc c'est parti de la cour. 1. Le reproche, en un sens le plus honorable que l'on puisse faire à un homme, c'est de lui dire qu'il ne sait pas la cour. Il y a sorte de vertu qu'on ne rassemble ne lui par ce mot. 2. Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux et de son visage. Il est profond, impénétrable. Il dissimule les mauvais offices,
sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffinement n'est qu'un vice que l'on appelle fausseté. Quelquefois, aussi nul au courtisan pour sa fortune que la franchise, la sincérité et la vertu. 3. Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes et qui sont diverses selon les divers jours dont on les regarde? De même, qui peut définir la cour? Se dérober à la cour un seul moment, c'est y renoncer. Le courtisan qui l'a vue le matin la voit le soir pour la reconnaître le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu. L'on est petit à la cour, et quelque vanité que l'on ait, on s'y trouve tel. Mais le mal est commun, et les grands, même, y sont petits. La province est l'endroit d'où la cour, comme dans son point de vue, paraît une chose admirable. Si l'on s'en approche, ses agréments diminuent comme ceux d'une perspective que l'on voit de trop près. L'on s'accoutume difficilement à une vie qui se passe dans une antichambre, dans des cours ou sur un escalier. La cour ne rend pas content, elle empêche qu'on ne le soit d'ailleurs. Il faut qu'un honnête homme ait tâté de la cour. Il découvre, en y entrant comme un nouveau monde qui lui était inconnu, où il voit régner également le vice et la politesse, et où tout lui est utile, le bon et le mauvais. La cour est comme un édifice bâti de marbre. Je veux dire, elle est composée d'hommes fort durs, mais fort polis. L'on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se faire par là respecter du noble de sa province, ou de son diocésain. Le brodeur et le confiseur, seraient superflus, et ne feraient qu'une montre inutile, si l'on était modeste et sobre. Les cours seraient désertes, et les rois presque seuls, si l'on était guéri de la vanité et de l'intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque part et puiser là de quoi dominer ailleurs. Il semble qu'on livre en gros au premier de la cour l'air de la hauteur, de fierté et de commandement, afin qu'ils distribuent en détail dans les provinces. Ils font précisément comme on leur fait, vrais singes de la royauté. N'arrive avec grand bruit. Il écarte le monde et fait faire place. Il gratte, il heurte presque, il se nomme, on respire, et il n'entre qu'avec la foule. Les cours ne sauraient se passer d'une certaine espèce de courtisan, homme flatteur, complaisant, insinuant, dévoué aux femmes dont il ménage les plaisirs, étudie les faibles et flatte toutes les passions. Il leur souffle à l'oreille des grossièretés, leur parle de leurs maris et de leurs amants, dans les termes convenables, devine leurs chagrins, leurs maladies et fixe leurs couches. Ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense et apprennent à ce sexe de prompts moyens de consommer de grandes sommes en habits, en meubles et en équipages. Ils ont eux-mêmes des habits où brille l'invention et la richesse, et ils n'habitent d'anciens palais qu'après les avoir renouvelés et embellis. Ils mangent délicatement et avec réflexion. Il n'y a sorte de volupté qu'ils n'essayent et dont ils ne puissent se rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur fortune et ils la soutiennent avec la même adresse. Dédaigneux et fiers, ils n'abordent plus leurs pareils, ils ne les saluent point. Ils parlent où tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des endroits et à des heures où les grands n'osent se faire voir. Ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le corps, de beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage si assuré, ni une contenance si libre. Ces gens ont l'oreille des plus grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent pas au Louvre ou du château, où ils marchent et agissent comme chez eux et dans leurs domestiques. Non, semblent se multiplier en 1000 endroits, et sont toujours les premiers visages qui frappent les nouveaux venus à une cour. Ils embrassent, ils se font des comptes, personnes commodes, agréables, riches, qui prêtent et qui sont sans conséquence. Voilà
Et c'est sans conséquence également que je vais clôturer cette émission et fermer le chapitre. Je vous retrouve évidemment lors d'un prochain voyage pour terminer les caractères de la bruyère. C'était un plaisir de vous avoir retrouvé encore une fois ce soir. Je vous invite à réagir avec nous sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission sur D8. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Allez, ciao!